j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de mai. J'ai quelques petits livres à vous présenter, on va commencer tout de suite. Tout d'abord je vais vous parler des Mystères de l'Arispem de Lucie Pirapajo que j'ai emprunté à la médiathèque, du coup je peux pas vous le montrer là. Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. On suit Liberté, une jeune fille qui vit à l'Arispem, qui est l'ancien Paris. Donc l'Arispem c'est appelé comme ça suite à la Révolution qui a en fait libéré Paris de la noblesse. Et Liberté avec sa meilleure amie vont récupérer les objets que les nobles ont laissés dans leur maison. Tant bien que mal, elles essayent de trouver en fait des objets cachés, des objets qu'elles peuvent récupérer, qu'elles peuvent aller vendre pour se faire un petit peu d'argent. Donc avec Liberté on va découvrir l'Arispem, on va découvrir les bouchers qui sont des gens très importants dans cette société là, on va découvrir un petit peu la politique, on va découvrir un peu le gouvernement, enfin bref, on va vraiment découvrir l'univers de l'auteur. Et d'un autre côté on va aussi découvrir quelque chose d'un petit peu plus mystérieux, d'un petit peu plus sombre. Avec un garçon qui est orphelin, donc qui vit dans un orphelinat, il n'a jamais connu ses parents, donc il va s'apercevoir qu'il a un pouvoir spécial, un don. Il va être un peu embarqué dans une histoire qui le dépasse complètement. On sait dès le début en fait que les deux histoires sont très étroitement liées. J'ai pas été vraiment plus surprise que ça par certaines choses, c'est-à-dire que dès le début en fait, voilà, je sentais certaines choses venir et j'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas vraiment de grandes surprises. Mais j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. On va dire que du côté des actions, de tout ce qui se passe, du fait que voilà, il y a le régime qui est en place et puis d'un autre côté il y a une sorte de révolution qui essaye de naître. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans le genre young adulte. C'est pas quelque chose qui est complètement exceptionnel, qu'on n'a jamais vu, mais l'univers est vraiment très particulier, ça donne une ambiance particulière au roman et donc pour ça j'ai vraiment apprécié ma lecture et je lirai sans nul doute le deuxième tome et d'ailleurs j'aimerais bien le faire très prochainement, je sais pas encore quand, mais je vais me lancer très bientôt je pense dans la lecture du deuxième tome. Ensuite je vais vous parler de November 9 de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Donc c'est un roman de Colleen Hoover, donc forcément j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. On suit Fallon, une jeune fille qui a 18-20 ans, je sais plus exactement. C'était une actrice, elle venait de commencer sa carrière depuis quelques années et en fait elle a été brûlée très gravement durant un incendie. L'univers d'Hollywood ne veut plus d'elle et donc sa carrière est quasiment détruite, même entièrement détruite. Donc au tout début de l'histoire, on la découvre au restaurant avec son père un 9 novembre. L'incendie s'est déclaré le 9 novembre, toute sa vie a basculé ce jour-ci. Et tous les ans en fait elle revoit son père et sa relation est vraiment très compliquée avec lui. Et là arrive un garçon qui sort un peu de nulle part, qui s'appelle Ben, qui s'assoit à côté de Fallon et qui se fait passer pour son petit ami et qui va prendre sa défense. C'est comme ça que va commencer en fait la relation entre Fallon et Ben. Fallon et Ben vont rester toute la journée du 9 novembre ensemble. Ils vont un petit peu se chercher, ils vont discuter assez tranquillement, assez simplement. Et puis ils vont se dire que ce serait pas mal qu'ils se retrouvent l'année d'après, le 9 novembre exactement, pour continuer à discuter et pour voir comment se déroule leur histoire quoi. Et le seul impératif c'est qu'ils ne doivent pas se voir, ils ne doivent pas communiquer entre les deux dates. Donc c'est un petit peu spécial du coup et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette romance, c'est que comme dans toutes les romances d'ailleurs de Colleen Hoover, il y a toujours, je sais pas, à la fois des personnages qui sont torturés, qui sont compliqués, qui ont des passés pas très joyeux et à la fois je sais pas, des choses assez atypiques, voilà, de se donner rendez-vous tous les 9 novembre, pourquoi ça, on ne sait pas trop. Certaines fois ça va se passer bien, d'autres fois ça va se passer un peu moins bien, des fois ça va être la catastrophe. Surtout comme d'habitude il y a un twist final qui fait du coup que tout va s'écrouler, tout va s'effondrer et moi je l'ai pas vu venir, j'aurais dû le voir venir parce que finalement on n'a pas tant d'éléments que ça dans l'histoire donc ça coulait un petit peu de source, on va dire que ça se passe comme ça. Mais il n'empêche que j'ai pas vu ça venir
et que j'ai été assez surprise, assez choquée, assez triste aussi. Et puis moi en tant que lectrice, je me sens vraiment impliquée dans l'histoire, j'adore suivre les personnages, leurs relations, je les comprends en un certain sens et je sais pas, c'est vraiment une auteure que j'adore parce que je passe toujours des super moments avec ses livres. Ensuite, je vais vous parler d'un autre livre que j'ai vraiment adoré et que je ne pensais pas aimer autant. C'est Cette fille, c'était mon frère de Julie Anne Peters aux éditions Milan. C'est l'histoire de Regan qui a un frère qui s'appelle Liam. Liam, il a toujours été super doué dans les études. Ses parents ont toujours été super fiers de lui et Regan, c'est un peu la fille de la famille qui est moyenne, qui sort pas vraiment du lot. Et donc Liam a toujours eu les éloges de sa famille, de l'école, de ses amis, tout ça. Et Regan, elle est un peu laissée de côté. Mais ce que personne ne sait, à part Regan, c'est que Liam ne se sent pas bien dans son corps, ne se sent pas bien dans sa vie. Il ne se sent pas garçon en fait, il est une fille au fond de lui. Et seul Regan le sait et seul Regan peut l'aider. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est que justement on suit l'histoire du point de vue de Regan. On voit comment elle le vit, comment elle le ressent, les difficultés qu'elle aussi peut avoir. Il n'y a pas seulement la personne concernée, il y a aussi les gens de son entourage. Et j'ai vraiment apprécié en fait découvrir ça de ce point de vue là. Regan, c'est vraiment un personnage auquel je me suis vraiment beaucoup attachée, comme Liam d'ailleurs. C'est des gens qui vivent dans une famille qui s'en fichent en fait de ça, qui ne regardent pas, qui ne connaissent pas vraiment leurs propres enfants. Du côté de la mère, elle est vraiment super occupée avec son travail et elle ne prend pas du temps pour s'occuper de ses enfants, pour essayer de les comprendre. Et de l'autre côté, on a le père qui est lui, enfin c'est pas possible quoi, son fils, c'est son fils, il va faire du sport, il va rentrer dans le club de sport du lycée et point barre quoi, enfin il peut pas faire autre chose. J'ai vraiment été sensible à l'écriture, sensible aux personnages, à l'émotion que l'auteur, à la vie en fait qu'elle leur avait insufflée. Et j'ai vraiment ressenti Regan comme une personne qui portait tout le poids en fait du secret de Liam, qui à la fois se devait de l'aider et à la fois qui étouffait en fait sous le poids de ce secret, qui étouffait sous le... Enfin qui avait vraiment envie que tout s'arrête, que Liam ne soit pas son frère, qu'il soit un garçon lambda, qu'il soit amoureux d'une fille, qu'il soit hétérosexuel, que voilà, qu'il soit pas ce garçon là en fait. Et à la fois on peut comprendre ça, on sent en fait qu'elle s'en veut, à la fois qu'elle culpabilise beaucoup. Et puis du côté de Liam, on sent qu'il est toujours super enfermé sur lui-même, qu'il veut parler à personne de ça. Donc il va essayer petit à petit de sortir de chez lui, habillé en fille. Et puis finalement ce qu'on attend en plus c'est comment est-ce que Liam va le dire à ses parents, comment est-ce que ça va être accepté, parce qu'on sait finalement que ça va être super compliqué. Et même quand j'en parle encore et que j'y repense, ça a vraiment été une lecture qui m'a beaucoup touchée, qui m'a retourné le cœur, qui me l'a brisé en mille morceaux. Et la fin, tout simplement la fin à la fois est super triste et et elle donne vraiment beaucoup d'espoir aussi. Ce livre, ça a vraiment été quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je m'en serais voulu en fait de ne pas l'avoir lu parce que je l'avais pris un peu sur un coup de tête et en fait je m'en veux pas du tout de l'avoir lu. Et pour finir, je vais vous parler du livre Le Pacte d'Emma de Neem Gorman aux éditions Albin Michel. Emma est mourante, elle a une maladie, sa maladie prend de plus en plus de place dans sa vie. Et donc je pensais que, voilà, d'après ce qui était dit là-haut, qu'il y aurait une sorte de quête pour trouver un antidote ou quoi que ce soit. Et finalement c'est vraiment plus une romance, on va dire une romance à 90%. Et il y a 10% qui sont 10% de fantastique, quelque chose qui donne un petit peu du coup de... comment dire, qui donne son caractère particulier à cette romance. Emma est une jeune fille qui a une maladie neurodégénérative. Elle a décidé de déménager à New York pour commencer une nouvelle vie parce que dans son ancien patelin, tous les gens la connaissaient seulement pour sa maladie. Depuis qu'elle s'était déclarée, elle avait perdu tous ses amis, tout le monde la regardait avec pitié, enfin bref, elle n'avait pas envie de cette vie-là. Donc elle a décidé d'aller à New York, une grande ville où elle arriverait à se faire des amis, à commencer une nouvelle vie. Elle va postuler pour être l'assistante du grand PDG d'une entreprise. Elle va réussir à avoir ce poste
Et elle va donc devoir côtoyer Andrew, qui est un homme à la fois très mystérieux, froid, qui est méchant parfois, mais qui a un charme de fou et dont toutes les femmes tombent amoureuses. Et Emma ne va pas déroger à la règle. C'est ce genre de couple que j'aime beaucoup dans les romances, c'est-à-dire un homme assez froid et tout, qui a une carapace, vous savez, qui a plein de mystères et tout. Et d'un autre côté, une fille qui, même si au départ elle a l'air assez introvertie, elle a quand même un caractère qui fait qu'elle peut supporter Andrew, elle peut réussir à répondre à ses piques et du coup les dialogues et les moments où ils sont ensemble sont vraiment géniaux. C'est aussi le genre de relation un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire ils se retrouvent, ils s'éloignent, ils se retrouvent, ils s'éloignent. C'est un petit peu comme dans After, j'ai eu l'impression, mais en beaucoup moins intense en un certain sens quand même. Et puis il y a cette part de fantastique, comme je vous le disais au début, qui prend une part très infime, même si ça a son importance dans le roman. L'auteur ne passe pas son temps en fait à nous en parler et c'est quelque chose qui est plutôt là en toile de fond. Donc c'était vraiment un super roman addictif comme je les aime, avec une histoire d'amour très intéressante. Ensuite je vais vous parler des 2 lectures manga que j'ai faites pour ce mois-ci. La première c'est le tome 4 de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino aux éditions Akata. Ce tome 4 est très intéressant parce qu'on arrive à enfin mettre le doigt sur l'histoire de Shizu, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle est enfermée dans cette maison, et on voit vraiment que sa famille, et notamment son père, est super autoritaire et super... Enfin c'est lui qui commande tout, il commande sa femme, il commande sa fille, et on voit qu'il a vraiment un poids non négligeable sur sa vie, et du coup ça met une ambiance assez sombre, et alors que les choses allaient vraiment très bien entre Shizu et Tetsu, c'est lui qui va vraiment foutre le bordel et j'ai hâte aussi de savoir ce qui va se passer dans le 5e tome. Dans chaque manga d'Akata, il y a ce petit flyer qui nous parle un peu des séries de chez Akata, et comme ça fait très longtemps et que je vous fais plus de vidéos sorties manga, voilà, j'ai arrêté de faire ça, mais là comme il y a quelques séries, je vais vous en parler rapidement. Donc il y a A Romantic Love Story de Haruka Ono, donc cette série ici qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est mangaka et qui elle dessine toujours des shonen. Elle, ça l'intéresse pas du tout, enfin tout ce qui est romance, ça l'intéresse pas du tout. Et en fait elle va se retrouver coincée elle-même dans une histoire entre un assistant de 12 ans, son cadet, et scénariste d'anime quadragénaire. Donc ça a l'air d'être assez atypique, sachant l'écart d'âge qu'il y a entre les 3 personnages. C'est une série qui est terminée en 5 tomes. Le premier tome du coup est déjà disponible et ça m'a l'air, ma foi, assez sympathique et assez drôle. Ensuite il y a Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani. Alors ça je pensais pas du tout que c'était un shoujo en fait. Donc le premier tome est sorti aussi ce mois-ci, c'est une série terminée en 6 tomes. Je pensais que c'était plutôt un shonen et je crois que c'est un josei d'ailleurs. J'ai regardé sur Manga News, ils l'ont classé en josei. C'est l'histoire de Koji, un lycéen qui quand il était enfant entendait des voix. Il entendait en fait des pensées de tout ce qui l'entoure, les objets, les plantes, les animaux, mais aussi et surtout celles de ses proches. Très vite ce don s'est en réalité révélé être une malédiction ostracisante. Ses parents eux-mêmes commençaient à craindre leur enfant qui pouvait sans le vouloir connaître leurs pensées les plus intimes. On se doute un petit peu de la délicatesse de la chose. Koji a perdu ce pouvoir, sauf qu'il rencontre un enfant qui a aussi ce même pouvoir que lui, et donc il va forcément y avoir un lien fort qui va s'établir entre eux deux. Ensuite on a celui-ci que vous connaissez, n'est-ce pas? Et puis on a Game de Mai Nishikata. Ça c'est vraiment pas le style de lecture qui m'intéresse, mais ça peut peut-être intéresser certaines personnes. C'est l'histoire de Sayo Fuji qui a 27 ans, qui est cadre dans un cabinet comptable, arrive un nouvel employé au sein de l'entreprise, qui va lui demander de coucher avec lui, et finalement elle accepte de coucher avec lui. Et commence alors un étrange jeu entre les 2 collègues, entre domination et plaisir. Ce n'est pas du tout le genre de choses que je lis, donc je vais passer mon chemin.
Et puis finalement ça c'est cette série qui m'intéressait le plus en fait parmi toutes, et je pense que c'est celle-là que je vais commencer très prochainement. C'est Le Secret de l'Ange de Shiki Kawabata. J'ai déjà lu Shiki Kawabata avec Rouge Eclipse, qui est une série qui termine en 3 tomes. Celle-ci elle est terminée en 4 tomes je crois bien. Le premier tome est déjà sorti, le prochain sort en juin. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Asahi qui fréquentait la petite école de dessin de son quartier. Mademoiselle Yuki, professeure qui en assurait les leçons, fut assassinée dans d'étranges circonstances. Son camarade surnommé l'Ange fut alors accusé du meurtre. Mais Asahi, aujourd'hui devenue lycéenne, n'a jamais accepté les conclusions de l'enquête. Aussi, quand un jour, en se rendant sur la tombe de son ancienne enseignante, elle rencontre Itsuki, le petit frère de cette dernière, ils décident ensemble de lever le voile sur les mystères qui entourent encore ce décès. Mais leurs intentions ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Ça a l'air assez intriguant, ça a l'air d'être un peu dans le même style que Rouge Eclipse, assez dur, assez, je sais pas, avec un côté assez dramatique et puis pas très très joyeux. Donc je pense sincèrement le lire, surtout que je l'avais déjà un peu regardé en japonais et ça me disait bien, donc on verra. On verra. Et donc pour revenir au manga que j'ai lu aussi Love Beloved, Live Be Left de Io Sakisaka aux éditions Kana, donc c'est le tome 6. Je vais vous montrer les dessins, toujours aussi beaux, j'adore vraiment, les personnages sont super mignons. Et que dire pour ce tome-ci? Dans ce tome-ci, on suit beaucoup Akari et Kazuomi. En fait, le problème, et ce que fait en fait Io Sakisaka dans beaucoup de ses mangas, c'est que les personnages sont amoureux l'un de l'autre, mais finalement ils se restreignent toujours pour des raisons qui sont bonnes ou mauvaises. Enfin souvent moi je trouve que c'est plutôt des raisons un peu bancales quoi. Mais peut-être parce que nous on est... Enfin moi je suis pas japonaise, donc les japonais sont beaucoup à se mettre en retrait par rapport aux autres et à faire preuve de beaucoup d'altruisme. Et c'est marrant à suivre parce qu'on voit que du côté de leurs actions ils peuvent pas se réfréner, ils peuvent pas s'empêcher en fait de penser à l'un à l'autre ou de vouloir avoir des attentions pour l'autre. Pour Yuna et Ryo c'est un petit peu le même problème, mais là il y a en plus un autre personnage masculin qui arrive dans l'histoire. Le 6e tome est un bon tome comme le reste et j'ai super hâte de lire la suite. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps et à me conseiller certaines de vos lectures. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!